Hello, bienvenue dans ce nouveau JT DTP. Oui, ça fait un petit moment que le JT n'était pas apparu sur la chaîne. Il y a eu pas mal d'autres vidéos, mais ça revient enfin. Alors, pour ce JT DTP, ça va être un petit peu spécial parce que, non pas qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mais on va dire qu'il y a une thématique qui est beaucoup revenue, et c'est normal, on est au mois d'octobre. C'est un petit peu l'analyse de ce qui s'est passé cet été. Est-ce qu'on a fait un bon été dans le voyage? Oui, non, est-ce que tout va bien? Est-ce que cet hiver on vendra à foison des voyages? C'est un peu les prédictions et ce qui s'est passé. Et je trouvais ça intéressant de faire un focus là-dessus pour ce JT. Donc si vous ne me connaissez pas, moi je suis Elise, je suis formatrice tourisme, j'accompagne les travel planners à créer une activité rentable et pérenne. Et normalement une fois par mois, je fais un JT sur YouTube où je vous décortique 4 à 5 articles. J'ai aussi prévu de vous faire, si ça vous intéresse, un focus spécifique sur l'IA dans le tourisme. Il y a plein de choses à dire, j'ai centralisé plein d'articles. On en reparlera dans un prochain focus. Mais là, on va parler un petit peu de l'été, ce qui s'est passé. Bref, j'ai trouvé plein d'articles et je voulais vous montrer aussi pourquoi c'est intéressant de lire plusieurs articles sur cette thématique-là, parce que dans la presse professionnelle, on peut dire un petit peu ce qu'on veut et on entend un peu tout et rien en termes de son de cloche. Donc je trouve ça assez intéressant d'en parler. Et je vous ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5 articles. C'est pas mal. Il y en a 4 qui sont vraiment des analyses en gros de chiffres, de destination. Et il y en a un qui est plutôt un article sur une rencontre qui a été faite avec un ancien ministre des Affaires étrangères. Bref, je vous en dis pas plus, on passe tout de suite au premier article. Alors, le premier, c'est un article sur le CETO. Le CETO, je ne sais pas si vous savez exactement qui c'est, je vous refais un petit point. C'est le syndicat des entreprises du tour operating. Donc, en gros, c'est un syndicat professionnel, comme une association de tour opérateurs. Donc, ils se réunissent, ils réfléchissent à des problématiques communes, etc. Et comme là, il y a l'IFTM qui arrive, ils ont fait, comme beaucoup d'autres, des communiqués un petit peu avant le salon de l'IFTM, qui est un grand salon du tourisme qui se déroule début octobre à Paris. Ils ont fait pas mal de communications pour nous dire un petit peu comment ils allaient et comment se portait le tourisme. Donc, je trouvais cet article intéressant pour commencer. Alors, premières infos, qu'est-ce qu'on lit? Il nous parle un petit peu de ce qui s'est passé cet été. Donc, en gros, la saison estivale, c'est 1er mai, 31 octobre, donc on n'a pas encore fini, en fait, la saison. Mais ils estiment qu'il y a une forte reprise. Alors, vous verrez qu'on va avoir des mots de type exponentiel, fort, etc. Bon, des fois, il y a des chiffres, des fois, il n'y en a pas. Ça dépend ce qu'on a envie de dire. Et vous allez voir que parfois, les chiffres, on peut faire un peu dire ce qu'on veut. Donc, un été meilleur qu'en 2022. On l'a tous constaté et c'est assez logique. L'été 2022, c'est vraiment le redémarrage post-crise. Donc, c'est assez normal que l'été 2023 soit meilleur. Jusque-là, pas de grosses infos. Alors, il donne des chiffres par rapport aux membres du CETO. C'est-à-dire que c'est pas l'ensemble des voyagistes et c'est pas tout le monde est adhérent au CETO. Hein. Pas tout le monde adhère à ça. Il y a une partie des tour opérateurs qui adhèrent pas, il y en a qui adhèrent. Donc c'est pas 100% représentatif. C'est pour ça que je voulais le préciser. Alors, en gros, ils ont fait 1,6 million et des brouettes de clients, soit plus 11% par rapport à 2022. Ce qui est aussi compréhensible, c'est qu'il y a des destinations qui ont réouvert en 2023, qui n'étaient pas ouvertes en 2022. Ça peut expliquer aussi pourquoi il y a plus de clients. Donc, ils expliquent qu'il y a beaucoup de trafic, donc c'est dit juste ici, et que la moyenne des dépenses est passée à 1 318 €, ce qui est 4,2% de plus. On n'est pas tous sans savoir qu'il y a une méga inflation depuis quelques mois, donc on savait très bien que les dépenses dans le voyage allaient augmenter. C'est pas que les gens ont décidé de faire des voyages plus chers, c'est juste qu'ils n'ont pas eu tellement le choix. Donc ils estiment un chiffre d'affaires prévisionnel de plus de 2 milliards d'euros, ce qui fait plus de 15%. Voilà, en gros, c'est un bon chiffre d'affaires, sachant que pour vous donner un ordre d'idée, on attend cette année en termes de recettes pour le tourisme en France plus de 60 milliards d'euros. Ça va tourner entre 64 et 67. Voilà, donc très clairement, oui, le tourisme est reparti, on va pas se mentir. Faut un comparatif, donc en 2019 c'est une année qu'on verra beaucoup parce que c'est une année de référence. On était à 1,7 million de clients, donc on n'est pas très loin, hein, 1,6, 1,7, on était presque à 1,8 en 2019, donc il y a 1,4 million de moins, mais par rapport à l'année 2019, c'est pas si énorme que ça. Je précise quand même, les ventes ont augmenté de plus de 10% à la faveur de la hausse des prix. Oui, c'est pas les gens qui ont décidé de faire des voyages plus chers, c'est vraiment
malheureusement l'impact de la crise, de l'inflation. Destination moyen courrier numéro 1, la Tunisie. Alors, si vous êtes travel planner, ça va peut-être vous étonner, parce que très clairement, je pense que si vous avez des stats en termes de départ, c'est pas la Tunisie qui reviendrait peut-être en premier chez les travel planners, mais chez les voyagistes, oui, et pour la simple et bonne raison que c'est la destination club tout inclus, la moins chère des catalogues. C'est généralement pour ça. Je précise, les Français au budget serré sont partis en Tunisie, ok. Ensuite, on a la Grèce non continentale, donc les îles grecques, les Cyclades, la Crète, Corfou, Zante, etc. Ça, depuis toujours, la Grèce a toujours eu un très gros poids dans les départs des Français, donc on n'est pas étonné, c'est complètement normal. Il précise par contre quelque chose qui est intéressant, et que je vais surligner juste ici. Hop. La Grèce, où l'inflation a été marquée, monte sur la première marche du podium en chiffre d'affaires. Et c'est une citation, entre guillemets, au niveau des prix, nous sommes à la limite de l'acceptabilité en Grèce, aux Baléares et aux Canaries. Parce que oui, dans les forfaits tout inclus, bien sûr, il y a des coûts supplémentaires, il y a des variations aussi. L'inflation peut faire varier le coût du pétrole et les devises. Alors là, on est en euros, donc c'est pas problématique, mais vous avez ce qu'on appelle des hausses devises ou des hausses carburant. Je vous remettrai des liens en description, j'en ai fait des shorts si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est. En gros, quand vous achetez des voyages que vous négociez un an et demi à l'avance en dollars, et qu'il y a une crise qui se passe, ou qu'il y a des différences entre le prix du carburant quand vous l'avez acheté et quand vous commercialisez, vous pouvez impacter au client ce qu'on appelle une différence, une hausse carburant ou une hausse devise. Je vous mettrai les liens si vous voulez aller voir. Ça fait partie des choses qui impactent les voyages à forfait, pas les vols secs ou les choses que vont réserver les clients, par exemple des travel planners, en direct. Une fois que c'est acheté, c'est acheté. Chez un voyagiste, c'est un peu différent puisqu'il y a des délais de paiement à 30 jours du départ et on a le droit de facturer des suppléments aux clients jusqu'à X jours. Ça dépend de chaque condition des voyagistes, mais c'est autorisé de les facturer. Ça m'est arrivé très souvent en agence de voyage de le facturer, notamment sur les États-Unis. Et sur les États-Unis, quand vous avez une famille de 4 et qu'on vous facture 100 € par personne, 400 € sur un budget de voyage, ça commence à faire beaucoup. Sachant que ce n'est pas les hausses les plus chères que j'ai eues à facturer. Donc il parle ensuite d'une réduction de la durée, donc réduction de la durée de voyage. Pour la première fois depuis 10 ans, les hôteliers italiens de Sicile et de Sardaigne ont fait un mois d'août catastrophique. Même la clientèle italienne n'a pas suivi. Ils obtiennent bien sûr des prix en baisse. Forcément, quand il n'y a personne, on fait de la promo. Précise que, effectivement, les Français continuent de partir en vacances, on s'en était tous aperçus, je pense, mais ils raccourcissent la durée à cause de l'inflation. Et là, vous avez un petit tableau du top 10 en nombre de clients, donc Tunisie, Grèce, Crète, Rhodes, c'est pour ça que c'est hors Grèce continentale, Baléares, ensuite la Grèce continentale, Maroc, Canaries, Espagne, Turquie, Italie, et en dernier l'Égypte. Notez bien en dernier l'Égypte, on en reparlera juste après. En long courrier, l'île Maurice en tête. Vous vous attendez peut-être pas à ça, mais c'est l'île Maurice, devant les États-Unis, qui reste un joli marché pour les Français. Je vous confirme que les États-Unis sont toujours un très bon marché pour les Français. Dès la réouverture des frontières, la destination a opéré un fort redémarrage, alors même que la République dominicaine dévissait en raison de la baisse des capacités aériennes. Les Caraïbes ont effectivement beaucoup pâti là de la reprise. Il y a beaucoup de compagnies qui ont réduit leurs vols et qui du coup ont repositionné sur l'Asie, puisque on a eu de très grosses ouvertures fin 2022, début 2023 sur l'Asie. Et du coup, ça se note puisqu'il parle du retour en grâce, malgré l'envolée des prix, de l'Indonésie et du Japon. Et la Thaïlande, qu'ils attendaient bien plus forte pour l'instant, c'est pas le cas. Donc malgré tout, vous voyez que là pour le coup c'est plutôt positif. L'article est plutôt bon. Alors moi je voulais vous poser la question sur cet article. Est-ce que vous vous attendiez à ce que le top 1, ça soit la Tunisie, sur la destination de l'été des Français? Moi, personnellement, pas du tout. J'attends votre avis. Est-ce que vous vous attendiez à cette destination comme top 1 de la destination des Français de l'été 2023? Deuxième article, on va parler de Mr Fly. Si vous ne connaissez pas Mr Fly, c'est un système de réservation de billets d'avion pour les agences qui n'ont pas l'outil Amadeus. Je vous referai un point vidéo spécifique sur Amadeus, etc. Donc, comme beaucoup d'outils, ils font des statistiques. Et eux, ils vont nous parler de l'évolution du prix des billets d'avion, parce que, voilà, effectivement, les billets d'avion, on a tous bien compris que ça avait beaucoup augmenté. Ils nous précisent qu'au mois de septembre 2023, les prix de la consommation ont progressé de 4,9% selon l'INSEE. Et l'inflation n'épargne pas l'aérien, comme en témoigne Mr Fly, et ils nous ont donné un petit graphique illisible sur l'évolution du prix pétrole Brent depuis 6 mois.
Voilà, ça vous dit de lire ça. C'est un extrait Boursorama, donc c'est un extrait de bourse. Un top 10 plutôt stable. Alors, moi, ça m'a intéressé d'aller voir, parce que l'échantillon est quand même assez énorme. Ils ont analysé plus de 90 000 billets d'avion en éco réservés en septembre. Et B2B ou B2C. Donc, sur les vols intérieurs, le prix du billet d'avion, il augmente de 12% par an, sur un an, pardon. Sur le moyen courrier, alors 1,9. Et sur le long courrier, 4,8. En termes de prix, ça reste quasi stable. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et c'est là où c'est intéressant, parce que je disais dans l'article d'avant que la Thaïlande tenait pas ses promesses en termes de réservation. Et ben, l'Asie du Sud-Est peine un petit peu, hein, malgré tout. On a une explosion du Canada, 26%. Alors ça a toujours été un marché très très fort en France. Mais du coup, ça se confirme. Je ne sais pas si vous l'avez noté, moi j'ai vu beaucoup aussi de personnes partir au Canada, même là sur l'été indien. Donc il y a une vrai retour sur ces destinations-là. Moins 12% sur le Vietnam, qui est pourtant une destination. L'Asie du Sud-Est, c'est très... les Français sont très friands d'Asie du Sud-Est. Donc peut-être que vous le noterez dans vos demandes aussi. Je trouve qu'on a moins de demandes d'Asie. Et c'est du coup pas l'Asie du Sud-Est. Les demandes qu'on a vues beaucoup en Asie, c'est effectivement Japon, Corée et les Philippines. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez eu des demandes sur l'Asie ou pas? Ou est-ce que autour de vous, vous avez des gens qui sont partis en Asie ou pas? La plus forte croissance, Canada, Autriche, 23% sur l'Autriche. Île Maurice, 19%, Martinique, 18%. Et les plus grosses baisses, c'est Vietnam, Turquie, Sénégal. Et vraiment, Vietnam, je pense que l'Asie du Sud-Est, on s'y attendait pas du tout. Alors là, vous avez un truc qui est intéressant. Si vous voulez vous y référer, je vous le mettrai, comme d'habitude, je vous mettrai le lien des articles. Vous avez l'évolution des prix. Alors, dit comme ça, c'est pas dingo non plus. Vous voyez qu'un billet pour les États-Unis en septembre 2022 et en septembre 2023, il n'y a même pas 20 € de plus. Bon. Et il y a aussi des destinations où ça a baissé. Hein. Maroc, ça a baissé. Italie, ça a baissé. Algérie, ça a baissé. Thaïlande, ça a baissé. Alors, Thaïlande, ça a baissé, mais pour la Thaïlande, c'est des prix qui sont assez, voire très élevés. Sénégal, Turquie, ça a baissé également de 11%. Par contre, Maurice, ça a augmenté de 19%. Il y a des écarts qui sont assez énormes. L'Autriche, 23%. Enfin, voilà, il y a vraiment des très grandes disparités. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir les vols intérieurs en France. Alors là, pareil, 12%. C'est énorme. Vraiment, c'est une très grosse augmentation. Les vols moyens courriers, pas une très grosse augmentation, même pas 2%. Le long courrier, 5%, c'est une trentaine d'euros, hein, donc ça peut faire une différence, ça fait une centaine d'euros si on est 4, mais c'est rien comparé à ce qui est un vol intérieur. Alors, pour le vol intérieur, ça peut s'expliquer sur deux choses, la réduction des lignes, ça c'est possible, et la volonté de passer la clientèle sur le train. Ça peut être les deux explications. Et en gros, toute destination confondue, on est à plus 9%. Donc clairement, s'il y avait quelque chose à en tirer de ça, alors déjà, communiquez là-dessus. Hein. Si vous êtes travel planner, parlez-en à vos clients. Vous pouvez très bien leur dire que certaines destinations ont baissé, notamment Vietnam, hein, ça a perdu presque 150 €. C'est quand même, ça fait une sacrée différence. S'ils hésitent entre deux destinations, ça peut être intéressant de leur dire, déjà en termes de billets d'avion, voilà l'évolution du coût, et surtout, communiquez à vos clients d'anticiper. Clairement, les billets d'avion, c'est fini, les billets d'avion pas chers à 20 balles, à 100 balles, ça n'existera plus, je pense. Et de toute façon, c'est une volonté aussi des compagnies que ça n'existe plus, puisque plus les prix sont tirés vers le haut, plus tout le monde peut les augmenter. Et ça intéresse tout le monde, croyez-moi, dans l'aviation. Donc, si vous avez besoin, servez-vous de ces chiffres-là, parlez-en à vos clients, parlez-en dans vos communications, parlez-en sur l'anticipation. C'est hyper important de sensibiliser les clients parce que juste leur dire d'anticiper, c'est pas assez. Donnez-leur des chiffres. Les gens aiment les chiffres, c'est parlant. Là, en plus, vous leur donnez des euros, c'est encore plus parlant. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que l'évolution, honnêtement, sur le vol intérieur, elle est énorme. Et je trouve que pour le coup, je pensais que les évolutions de prix sur le moyen courrier et le long courrier étaient bien plus importantes. Comme quoi, on en entend beaucoup parler. Vous voyez, quand vous voyez des chiffres, honnêtement, pour vous donner un exemple, États-Unis, quand vous voyez qu'il y a 20 balles, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être 75, 100, 150 €. Parce qu'on nous parle tellement, et c'est aussi magie des médias, hein, on nous parle tellement de l'inflation, l'augmentation des prix, l'augmentation de tout, qu'on s'attend à des prix démesurés, ce qui n'est pas forcément le cas. Par contre, oui, les prix ont augmenté par rapport à l'avant-crise. Ça, c'est un autre sujet.
Là, on compare 2022 et 2023. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous allez vous servir de ces infos-là pour communiquer aussi à vos clients, ça m'intéresse. Et si vous le faites sur les réseaux ou quoi, n'hésitez pas à me taguer, @formation travel planner sur Instagram. J'aimerais bien voir ce que vous allez faire de ce contenu-là parce que je trouve que c'est un contenu, moi, qui est hyper intéressant à réexploiter pour votre communication de travel planner et pour sensibiliser vos clients, en fait. Troisième article, c'est un article sur les voyagistes qui se refont une santé, mais... Et encore une fois, l'inflation pourrait jouer les troubles faits. Donc, on est sur... Alors, j'ai beaucoup aimé... L'article est très court, hein. Je voulais juste vous le montrer parce que je le trouve très intéressant, comme quoi on dit ce qu'on veut. Alors, bon, la vie d'un professionnel du tourisme, c'est un peu comme les montagnes russes, comme tous les entrepreneurs, hein, je vous dirais, c'est pas plus le tourisme qu'ailleurs. Mais bon, bref, on nous pose un petit peu de contexte, voilà, on nous parle du baromètre orchestral, gna gna gna. Bref, je vous passe un peu les détails. Alors... Ils nous disent que l'effet revenge travel, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais je vous refais un point, c'est en gros en 2022, on a constaté cet effet-là, c'est que les gens qui n'ont pas pu voyager en 2020-2021 se sont un peu vengés, entre guillemets, c'est le terme, hein, revenge, se sont vengés en 2022 en se disant « Ok, on a du budget, on n'a pas pu voyager, on y va, on part longtemps, on se fait plaisir, on dépense. » Et il semblerait qu'en 2023, ça s'estompe un petit peu, même si le côté... profiter de la vie, on sait pas de quoi demain est fait, est toujours très présent en 2023. Voilà, ça reste quand même quelque chose de très très présent dans le voyage. Donc bref, il nous reparle de l'inflation, si on ne savait pas qu'il y avait une inflation, vraiment on serait informé. Alors ça c'est très intéressant. Cet été, les Français semblent effectivement sacraliser leurs vacances. Ils s'adaptent, voyagent moins loin, moins longtemps, partent éventuellement dans des hébergements non marchands, ce qui veut dire dans la famille, chez des amis, des choses qu'on ne paye pas. À l'étranger, ils retrouvent certaines destinations comme la Tunisie qui offrent des tarifs plus abordables. On revient à la Tunisie parce que la personne qui est interrogée, c'est le patron de Fram. Et Fram, ce sont des clubs en tout inclus. Il n'y a pas que ça, mais ils se sont fait connaître avec ça. Et c'est aussi leur fer de lance et leur fer d'attaque sur le marché. Donc on nous reparle de la Tunisie. Effectivement, les Français voyagent quand même. Ce qui est très étonnant, enfin ce que je trouve assez drôle, c'est cette phrase... de façon surprenante, ce sera encore un très bel été. Sauf que, on sait pas trop pourquoi. Voilà, bref. Voilà, écoutez, très bel été, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de contexte, mais c'est surprenant. Eh ben, écoutez, on est ravis de l'apprendre. Merci, monsieur de Mendoza, mais on n'a pas plus d'infos. Alors, il nous précise qu'il reste quand même lucide. L'inflation risque d'impacter plus largement une partie du marché, ralentir l'activité des tours opérateurs généraliste en 2024. Et il nous précise à la fin, les acteurs du sur-mesure ou du voyage de luxe, eux, connaîtront sans doute un sort plus heureux, parce qu'à chaque crise, sanitaire ou autre, c'est un peu la même histoire qui se répète. Sous-entendu, à chaque crise, les riches sont toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres, et ceux qui font du luxe ont toujours des clients. C'est un peu un marronnier, bon, c'est pas très fair-play de la part de Fram, je sais pas si c'est lui qui a dit cette phrase, mais comme il n'y a que lui qui est cité, je présume. Je m'excuse d'avance si c'est pas lui qui a dit ça, mais pour le coup, ça a l'air d'être ça. Ou du moins, c'est l'ambiance un peu générale des tours opérateurs. Voilà, c'est pas très gentil de taper sur le tourisme de luxe parce que c'est pas ce qu'on fait. Ça reste mon avis, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, je trouve pas ça très fair-play. Article 4, on va parler de l'hiver 2023-2024. Et encore une fois... je ne peux plus voir ce mot. Bref, inflation, 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 on l'aura jamais autant lu que pendant ces 4 articles. Et je pense que dans le 5e aussi. Alors, donc c'est de nouveau les voyagistes du CETO qui anticipent un bel hiver en dépit des prix élevés de l'aérien des prestations hôtelières. Parce qu'effectivement, les prestations hôtelières ont aussi augmenté. Ce qui est assez logique puisque l'énergie a augmenté. Pour faire tourner un hôtel, il y a besoin de matières premières et aussi d'énergie. Forcément, les coûts augmentent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que l'hiver s'annonce prometteur. Ok. Dans la lignée de l'été 2023. Donc en gros, les prises de commandes vont continuer. Même si, il y a une petite précision, certains voyagistes constatent d'ailleurs un ralentissement des ventes depuis plus de 15 jours. L'article date du 2 octobre, donc depuis la deuxième moitié du mois de septembre, ce qui est assez logique. On a passé la rentrée, c'est souvent des périodes un petit peu plus creuses. Novembre va voir arriver le mois aussi des régules d'impôts. Très souvent, ça joue dans les réservations dans le voyage. Le coût des billets d'avion pourrait jouer les troubles faits. Bon, ça, voilà. Donc, on nous incite à réserver le plus tôt possible pour bénéficier des meilleurs tarifs. C'est juste ce qu'on dit depuis à peu près X mois. Mais bon, c'est pas grave. On est bien d'accord là-dessus, par contre, il va falloir anticiper.
Du coup, vous avez le portefeuille de la saison en chiffre d'affaires. Donc l'île Maurice, l'Égypte, la République dominicaine, bon, qui se casse la binette, le Mexique, la Thaïlande, les Maldives, la Finlande, bon, au milieu comme ça il y a la Finlande, ce qui est normal, c'est aussi destination très hivernale, la Tanzanie, depuis la crise la Tanzanie reste sur un très très gros cap, le Vietnam, le Japon plus 194%, c'est énorme, c'est le top, hein, c'est ce qui a fait la plus grosse remontée, mais ce qui est assez logique, hein, c'était pas ouvert, enfin bref, voilà, c'était quand même assez compliqué. La seule destination en baisse, c'est la République dominicaine. Sinon, il y a des disparités très importantes, hein, parce que les Maldives, c'est plus 8%, bon, le Vietnam, c'est plus 159%. Et pour le coup, sur l'été, le Vietnam se cassait la binette, et sur l'hiver, ça repart. Ce qui est assez logique, c'est plutôt une destination hivernale. Mais voilà, vous voyez comme quoi d'un article à un autre, on dit pas les mêmes choses, pourtant on parle des mêmes pays. Donc soyez hyper attentifs quand vous lisez la presse. Alors je sais que entre les chiffres, les noms, les acronymes, selon qui fait écrire, parce que soyons très honnêtes, y a beaucoup de gens qui font des communiqués de presse, donc ils font écrire des articles parce qu'ils ont envie qu'on parle d'eux et de leurs chiffres. Lisez-en plusieurs, ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu qui est plus précis. Et ça m'amène au dernier article, donc Laurent Fabius, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères, qui a fait un séminaire avec Alliance France Tourisme. Et alors là, on est sur un tout autre ton qui nous parle du tourisme comme une priorité nationale. Je ne sais pas si vous le savez, mais en France, je vous disais, on annonce là, certainement 2023, entre 64 et 67 milliards, j'ai bien dit milliards d'euros de recettes pour le tourisme en France. C'est énorme. Dans notre économie, le tourisme, c'est pas quelque chose dont on peut se passer. Et ça me permet de le poser là aussi, dans le monde, le tourisme n'est pas quelque chose dont on peut se passer, puisque de nombreux pays ne vivent que par le tourisme. Donc oui, c'est quelque chose qui pèse énormément dans l'économie, c'est pour ça que vous voyez actuellement de nombreuses campagnes de pub, notamment pour les JO 2024, parce que ça permet de parler de la destination France, parce que ça va toucher le monde entier et qu'on espère des retombées financières gigantesques. Pour vous dire un petit peu, Alliance France Tourisme, c'est une association, un regroupement de grandes entreprises, leaders dans le tourisme et dans l'attractivité de la France. C'est pas des voyagistes, c'est pas leur métier, c'est plutôt de faire venir les gens en France, si vous voulez. C'est ce qui les regroupe. Donc mettre en avant la France, etc. Donc, il nous précise que l'objectif de 100 millions de touristes étrangers en France, c'était un des engagements de Laurent Fabius. Donc, il a été invité au séminaire, ils ont papoté, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils nous en disent ? Alors, pour lui, il y a de grands défis. Alors, c'est toujours ça, hein, vous savez, on fait des grands axes de réflexion et puis on voit ce qui est pris ou pas. Le premier, c'est la concurrence des destinations voisines et des nouveaux pays récepteurs. Donc, en gros, pas se faire piquer la place comme première destination dans le monde. Vous savez, c'est comme élu produit de l'année, on se bat toujours pour être le premier. Est-ce que Paris est la première ville visitée dans le monde ou est-ce que c'est Londres ? Voilà. Les difficultés de recrutement, ça, il serait temps de s'en préoccuper, effectivement. Et la nécessaire adaptation des formations. Je ne vous dirai jamais le contraire. Je pense qu'il y a un très gros pôle là-dessus sur lequel il faut travailler, sur la formation, le renouveau, et puis la prise en considération de l'évolution de la clientèle, l'évolution des modes d'information, des modes de réservation. On est un peu à la traînasse là-dessus. La transition énergétique, le réchauffement climatique, ça de toute façon c'est devenu pareil, un marronnier, on en parle à chaque fois quand on parle de tourisme, sauf que malgré tout ça n'avance pas beaucoup, dont les conséquences seront rapides. La régulation de la surfréquentation, il y a déjà des quotas qui ont été mis en place dans certains endroits, c'est ce qui est donné dans le communiqué. Donc c'est les grands axes en gros de réflexion. Qu'est-ce qui va être fait, quand est-ce que ça va être fait ? On ne sait pas. Pour l'instant, c'est ce sur quoi ils vont travailler. Alors, il nous parle aussi de la difficulté de l'investissement, puisque, oui, forcément, contexte difficile, investissement difficile. La hausse des taux d'intérêt, difficultés de crédit, etc. Ce sont des entreprises qui ont besoin parfois de travailler avec des levées de fonds ou des investissements pour du développement. Donc forcément, actuellement, c'est pas la meilleure période pour faire ça. Une des volontés, je cite notre ancien ministre, « Le tourisme, véritable atout pour notre pays, constitue une priorité nationale pour renforcer la compétitivité de l'économie de la France. » On mise très clairement sur le tourisme pour notre économie.
Ça a toujours été le cas, hein, rassurez-vous, c'est pas nouveau. Par contre, aucune raison de verser dans l'euphorie. C'est pas très joyeux, hein. Mais bon, ils ont raison, voilà, il faut aussi raison garder, c'est important. Alors bon, oui, c'est un véritable vecteur de rayonnement. Bon, l'article est quand même globalement très positif. On sait qu'on est doué, on est doué. On a la chance d'avoir un pays avec de multiples facettes. On a la chance d'avoir des possibilités d'hébergement qui sont très vastes. On a la chance d'avoir un savoir-faire aussi à la française qui est reconnu dans le monde. Donc oui, la France est toujours attractive en termes de tourisme. Ça change pas. Un truc qui a été beaucoup dit, et je trouve que c'est un peu pour brosser dans le sens du poil, c'est un secteur de résilience. Et de toute façon, il n'y avait pas le choix quand il y a eu la crise. C'est soit tout le monde arrêtait, soit on attendait, on essayait de courber le dos et de tant bien que mal attendre que ça passe, parce que de toute façon, comme tout secteur de l'économie, tout secteur d'activité, on n'a pas eu le choix que d'attendre. Ça, c'est un peu le truc, voilà. Ils disent toujours ça, c'est super de dire aux gens qui sont résilients. Peut-être qu'il faudrait plus valoriser le tourisme et les acteurs du tourisme, en gros, mais bon, valoriser les métiers, ce serait pas mal, mais voilà. Mais aucune raison de verser dans l'euphorie, estime l'Alliance, donc l'Alliance France Tourisme. L'activité a été tirée par une hausse des prix, consécutive à une forte hausse des coûts, et la fréquentation globalement à peine revenue au niveau de 2019, c'est ça que je trouve intéressant. Et la situation financière de nombreuses entreprises reste fragile. En début d'année, j'en ai parlé dans d'autres JT, il y a eu pas mal de faillites. Les prêts, les PGE, les prêts garantis d'État vont arriver à terme et vont demander à être remboursés, là en 2023. Donc effectivement, il y a aussi des entreprises qui ne sont pas encore tout à fait au beau fixe. Ça va mettre du temps à épancher 2 ans de crise, c'est très long. Donc pour l'instant, pour les entreprises qui sont encore là, on courbe encore un peu le dos parce que la crise n'est pas finie. On revient à effectivement des niveaux de 2019, mais comme les coûts sont beaucoup plus élevés, que les prix sont beaucoup plus élevés, on ne sait pas exactement si l'inflation continue, jusqu'où ça va aller et quel impact ça va avoir. Même si on l'a quand même beaucoup vu cet été, globalement, les Français continuent à voyager. Ça s'est pas du tout arrêté. Pour ce retour du JT, bon, c'était pas mal de chiffres, pas mal de destinations, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous a interpellé ou intéressé dans ce JT. L'idée principale que je voulais aussi vous faire passer, c'est quand vous lisez de la presse pro, essayez de lire plusieurs articles sur la même thématique, surtout quand il est question de chiffres, et surtout quand ce sont des patrons d'entreprises qui sont interrogés, puisque c'est assez normal, la presse, ça sert aussi à ça, à tirer la couverture à soi, à faire un petit peu de lobby envers les autres entreprises et à dire que chez nous, ça va bien, et c'est pas toujours le cas. Donc lisez plusieurs articles qui ont un peu les mêmes thématiques pour voir ce qui en dégage, parce que vous voyez que d'un article à l'autre, l'Égypte c'était une cata sur la fin d'été, et là c'est un top sur l'hiver. Donc si on s'était arrêté à cet article-là, peut-être que l'Égypte, vous seriez pas intéressé à cette destination, alors que sur l'hiver, les clients s'y intéressent. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ces vidéos, à me laisser un commentaire et un like, ça me permet moi de savoir que ce format vous plaît toujours, et on se retrouve bientôt si ça vous intéresse pour un format notamment sur l'IA dans le voyage. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo en entier.